Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, de l'économie, président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Fabius, d'être avec nous. Et ce qui est étonnant, c'est que, évidemment, je disais tous ces titres, toutes ces fonctions imminentes que vous avez exercées, hein, j'en ai oublié une, vous êtes peintre. Oui, mais d'abord, merci beaucoup de m'accueillir, mais je n'expose pas pour le moment mes peintures. En revanche, je viens de publier un livre sur la peinture. Oui. Et j'expose le livre, je le vends même. Oui. Enfin, c'est pas vous là qui avez signé l'œuvre en Pierre Soulages, qui vient de nous quitter, que vous connaissiez d'ailleurs. Je connaissais bien Pierre Soulages. D'abord parce que à Paris, nous avons habité vraiment très près l'un de l'autre, à 50 mètres, et nous sommes devenus amis. On a fait le marché ensemble. Et puis ensuite, quand il s'est installé à Sète, à côté du cimetière marin, où était sa maison, je suis souvent allé le voir avec sa femme, Colette, et on est devenus très amis. Oui, comment il était, Pierre Soulages? Ah, Pierre, c'était un homme formidable. D'abord un talent extraordinaire, peut-être on va en parler, et puis une précision de langage, une modestie, et puis il parlait beaucoup peinture, quand on le lançait là-dessus, mais beaucoup rugby. Et c'est lui qui m'a le mieux. Moi, j'aime aussi beaucoup le rugby. Malgré ma stature, j'ai joué beaucoup au rugby. Lui, qui était un colosse, adorait le rugby. Et il m'a donné la meilleure définition de l'évolution du rugby. Il m'a dit, je me rappelle très bien, avant, le rugby, c'était un sport d'évitement. Et maintenant, c'est devenu un sport d'affrontement. Eh bien, en quelques mots, tout était dit. Bon. Donc je l'aimais beaucoup, et en plus il avait un talent fou. Un talent remarquable. Alors vous en parlez évidemment dans ce livre qui s'appelle Tableau pluriel. On va dire ce que ce sont, qu'est-ce que c'est que ces tableaux pluriels. Mais là on en a un exemple avec Soulages derrière vous. C'est extraordinaire ce noir-lumière au fond. Qu'est-ce qui d'abord... Pour vous, on se dit, Laurent Fabius, sa vie entière consacrée à la politique, au service de l'État, mais vous trouvez encore quelque part un mystère dans des œuvres comme celle de Soulages, des réponses à vos questions. Mais vous savez, peut-être que je suis issu d'une famille qui était antiquaire, donc j'ai été familier avec l'art très jeune. Et tellement familier que j'ai fait un rejet, une overdose, parce que mon père nous emmenait... mon frère, ma sœur et moi, à peu près tous les semaines au musée. Donc, il faut surtout pas faire ça avec ses enfants. Donc, j'ai eu un rejet. Et puis, petit à petit, vers l'âge de 30 ans, je suis revenu vers l'art. Et c'est devenu une de mes passions vraiment favorites. J'ai écrit il y a une dizaine d'années un bouquin qui s'appelait Le cabinet des 12, qui a eu un certain succès. Et j'ai continué. Et puis, je me suis mis à peindre il y a quelques années. Mais ça, mes œuvres, pour le moment, je les garde pour moi. En revanche... c'est à l'origine de ce travail sur les polyptyques. Oui, on va en parler. Polyptyques. Bon, lorsque j'ai dit à quelques-uns de mes amis, je vais écrire un livre sur les polyptyques... Ils ne se sont pas précipités pour vous dire, vous allez faire un best-seller. Non, d'abord, ils m'ont dit, politique? Ah, j'ai dit non, polyptyque. Et j'ai lu dans leur regard une interrogation chez certains d'entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'un polyptyque? Combien il y a d'Y? Où est-ce qu'on les met? Etc. Donc, j'ai eu une intuition, je me suis dit, ça, c'est pas un bon titre. Mais donc j'ai choisi tableau pluriel. C'est pas simplement. Ça veut dire pratiquement la même chose. Non, pas tout à fait. L'élément commun, c'est que dans les polyptyques comme dans les tableaux pluriels, ce sont les tableaux qui ont plusieurs panneaux. Voilà. Bon. Donc physiquement, dès qu'il y a plusieurs panneaux, diptyque, triptyque, quadriptyque, c'est un polyptyque. Mais j'ai appelé ça tableau pluriel parce que, j'essaye de le démontrer dans mon livre, il n'y a pas seulement cet élément matériel de plusieurs panneaux, mais il y a toujours une dimension spirituelle, que ce soit le retable du Moyen-Âge, que ce soit ce que j'appelle le tableau pluriel narratif, ou aujourd'hui, Soulages, avec le tableau pluriel spatial. Trois parties d'un même tableau. Voilà. En fait. Donc, il y a à la fois la dimension matérielle, mais il y a un message, une spiritualité. Et c'est ça que j'ai résumé en disant ce sont des tableaux pluriels. Mais c'est extraordinaire, vous consacrez à ce sujet-là un livre, mais absolument passionné. Vous allez vous décortiquer ça m'a mis les 2 années. auteurs. Ça m'a mis 2 années. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui vous fascine autant? Parce qu'effectivement, on voit d'ailleurs derrière vous, il y en a. Alors on se dit, c'est quoi? Ce sont comme des tableaux qui racontent une histoire narrative? Ou alors ce sont des... Est-ce que c'est 3 tableaux qui en font un seul, mais qui sont séparés les uns des autres? Enfin, toutes ces questions, je me les suis posées à la fois comme spectateur et comme créateur, peintre, et j'essaye d'y répondre dans ce travail qui est, c'est très surprenant, la première étude d'ensemble sur ces tableaux pluriels. Et j'ai distingué, en gros, schématiquement,
trois étapes. D'abord, ce que les gens ne savent pas nécessairement, le tableau pluriel est né au Moyen-Âge avec ce qu'on appelle les retables. Oui. Il y a un retable. Essentiellement, c'était religieux. Voilà, c'était religieux, c'est-à-dire il n'y avait pas de musée. Il y avait pas, on n'accrochait pas les tableaux au mur. Bon, c'était des petits tableaux qu'on mettait sur les autels, AUTELS, et c'était une manière de communiquer avec Dieu. Bon, ça a duré pendant la période du Moyen-Âge jusqu'au XVIe, XVIIe. Et puis, du coup, le tableau pluriel, le politique, est tombé en déshérence. À la fin du XIXe, renaît le tableau pluriel, mais sous une autre forme, narratif. Une description. Ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Alors, bande dessinée en une espèce tableaux. de bande dessinée. Oui. Et pas seulement narratif, mais aussi parfois chez les nabis, Vuillard, Bonnard, etc., des éléments de décoration. Ça, c'est fin du 19e, début 20e. Et puis, ça retombe dans l'oubli. Et puis, maintenant, avec des grands noms, Soulages, John Mitchell, Francis Bacon, Zawuki. Là, c'est une troisième phase. C'est pas le religieux, c'est pas le narratif, c'est le spatial. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que donne comme sentiment particulier le fait d'avoir plusieurs panneaux, et en particulier chez Soulages, qui en parlait extrêmement bien, le fait que vous avez un panneau noir qui est incisé de certaine manière, le panneau d'à côté qui est strié d'une autre manière, et la lumière, du coup, se réverbère d'une façon différente. C'est incroyable, parce que c'est effectivement, on se dit, mais bon sang, vous nous ouvrez l'œil sur quelque chose d'un coup qui devient fascinant. Ben, la prochaine fois, quand vous regarderez un polyptyque, un tableau pluriel, vous direz, mais ce qui est important, c'est pas simplement un panneau, c'est l'ensemble des panneaux. Ce qui est important, c'est pas simplement l'ensemble des panneaux, c'est aussi les espaces entre les panneaux. Vous parliez de Francis Bacon, il a une réflexion extraordinaire sur comment, en faisant, lui, c'est souvent des triptyques, ça permet de refuser la narration et de donner plus de force à chacun des personnages. Oui, mais ce que je trouve extraordinaire, et vous en parlez dans le livre, c'est que ça rend le spectateur mobile. Oui. C'est qu'au fond, on ne peut pas rester immobile comme ça. Regardez, on va se déplacer, le spectateur va se déplacer. C'est ce que j'appelle la danse des yeux. Donc ça, c'est ce que j'appelle la danse des yeux. Donc ça veut dire qu'il y a une participation, le regard mouvant du spectateur. Mais vous parliez de Soulages. Soulages estimait que sa propre peinture restituait le spectateur à lui-même. C'est-à-dire qu'en découvrant la lumière à travers ces tableaux, le spectateur comprenait mieux à la fois la peinture et ce qu'il était lui-même. Oui, vous avez des mots absolument flamboyants pour toutes ces œuvres, passionnées, et qui sont pourtant toutes très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on voit une diversité d'expressions à travers le temps et à travers évidemment les artistes. Extraordinaire. Qui est extraordinaire. Alors, ce qui est en même temps fascinant, c'est que chez beaucoup de ces artistes, pourquoi est-ce qu'ils ont eu recours à ces tableaux multiples ? Au départ, il y a souvent un aspect strictement matériel. C'est que, je prends l'exemple de Jan Pemming ou l'exemple de John Mitchell, c'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui travaillaient dans des ateliers assez petits. Donc, ils ne pouvaient pas faire des grands formats. Et donc, ils ont commencé par faire des petits formats qu'ils additionnaient, des morceaux soit qui juxtaposaient pour faire des grands formats. Mais ensuite, à partir de cette nécessité matérielle, c'est devenu spirituellement tout à fait autre chose. Oui. Je vois là que vous exposez toute une série de tableaux pluriels de qualité. Ça, c'est une artiste qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Fabienne Verdier, qui fait elle aussi des tableaux à plusieurs panneaux, et en particulier, à l'occasion de la réfection du retable d'Isselheim, elle a fait une série de tableaux et elle a beaucoup de talent. Oui, mais alors il y a une chose que je trouve extraordinaire chez vous, Laurent Fabius, c'est que vous vous passionnez pour le caractère monumental de certaines de ces œuvres. C'est qu'au fond, vous dites, vous dites, ça fait 6 mètres de long, 3 mètres de haut. C'est une des dimensions que permet le tableau pluriel. Oui, mais pourquoi c'est fascinant que ça soit si énorme ? Parce que le tableau pluriel mêle le microcosme et le macrocosme. C'est d'ailleurs pourquoi tellement de peintres américains ont eu recours au tableau pluriel, c'est que, les États-Unis, c'est le pays des grands espaces, des grandes projections. Et en ayant recours à ces tableaux multiples, ça donne un sentiment de profondeur et d'espace beaucoup plus fort que s'il y avait un seul panneau. Oui. Mais je crois d'ailleurs que vous faites des tableaux de grands volumes vous-même. Oui, vous le dites. Oui, mais attendez un peu, tant que je suis dans la sphère
public et que j'exerce des fonctions publiques, je m'interdis de les exposer. Non, mais c'est quand même un jardin secret incroyable, parce que quelque part, il y a une part de vous, Une grande part, bien sûr. Ceux qui cherchent à comprendre votre parcours, qui vous êtes, Mais à travers tout ce que vous avez fait dans votre vie, ils peuvent aller chercher là-dedans. J'ai énormément de chance parce que, bon, sur le plan des responsabilités publiques, je l'ai exercé, à peu près toutes. Mais en plus, j'ai eu la chance de m'intéresser au climat, de m'intéresser à la peinture, de m'intéresser aux affaires nationales, aux affaires internationales. Et donc, c'est une chance merveilleuse. Alors, j'essaye de la partager avec les autres. Non, mais comment vous faisiez? Vous quittiez une réunion importante, ou je ne sais pas, à un moment donné, quand c'était terminé, vous alliez vous glisser dans un musée ou dans une galerie? C'est devenu une partie importante un besoin pour vous? Bien sûr, c'est devenu une partie importante de ma vie. Et quand je vais dans une galerie, dans un musée, je procède toujours de la même façon. Je fais le tour d'une salle et je regarde ce qui me frappe. Le premier critère, c'est l'émotion. L'émotion. Alors, elle peut être injuste, mais l'émotion, ça passe ou ça passe pas. Ensuite, vis-à-vis des peintures qui m'émeuvent, à ce moment-là, je m'approche et là, joue une réflexion supplémentaire et qui enrichit l'émotion. Et si jamais vraiment je ressens quelque chose de profond, à ce moment-là, l'érudition intervient, qui vous donne une réflexion et une émotion encore plus forte. Oui, vous retrouvez finalement ce qui a été vos parents, de ce qui était la fascination, comme vous disiez qu'à un moment donné, vous en avez Oui, mais au début, c'était l'overdose. Oui, l'overdose, mais après, là, vous avez retrouvé finalement ce lien avec votre famille. Peut-être que l'ADN, ça existe. Ouais. Non, mais parce que derrière tout ça, il y a au fond une interrogation. J'ai envie de vous dire, à quoi ça sert tout ça, l'art, au fond, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, d'abord, qu'est-ce qui me touche? Je dis, le meilleur critère, c'est la chair de poule. Bon, c'est pas ce que vous trouvez dans les livres, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, c'est quelque chose qui vous fait vous dépasser vous-même et comprendre toute une série de choses. Soulages, dont on parlait, disait, non, il n'y a pas de message. Je ne dépeins pas, je peins. Oui, mais il reste que quand vous regardez un de ces tableaux, vous restez devant lui, au bout d'un certain temps, il y a des choses qui viennent. Oui, non, mais là, il y a beaucoup de tableaux reproduits dans ce livre, qui est formidable. Vous devriez en amener qu'un. C'est horrible, c'est un supplice que je dis. Vous prendriez lequel? Ah, lequel? Il y a un peintre que j'aime, sans toujours le comprendre, qui est Jérôme Bosch. Vous voyez, Le Jardin des Délices. C'est un des plus beaux tableaux. Avec beaucoup de personnages. Avec beaucoup de personnages. Et on ne comprend pas sur le panneau, l'un des panneaux, c'est la description du paradis, l'autre, c'est la description de l'enfer. Mais au milieu, c'est mélangé et on ne sait pas, plusieurs siècles après, si c'est au fond pour dire, voilà, telle est la vie rêvée, ou voilà ce que je repousse. Et cette interrogation est au moins aussi intéressante que ces affirmations. C'est au moins une spiritualité, c'est une recherche de profondeur, de dépassement. C'est pour ça que le mot tableau pluriel est peut-être pas mal choisi, parce que ça veut dire que c'est à la fois matériel et spirituel. Vous venez de dire spiritualité. Oui, qui reste spirituel, parce qu'on disait vraiment le tableau pluriel était religieux dès le départ. On pourrait dire aujourd'hui que alors c'est le passage du religieux au sacré, au spirituel. Il y a encore peut-être... Alors, des religieux, c'est peut-être pas le mot, mais même chez Soulages ou chez Bacon, est-ce qu'il y a encore finalement, au fond de cette recherche, à travers cette œuvre... Il y a un aspect spirituel, parce qu'à travers le noir, on dit le noir-lumière, mais on peut voir quelque chose, évidemment. Bien sûr, bien sûr. C'est presque une nourriture nécessaire pour vous? Ah oui, c'est sûr. Ça n'empêche pas d'apprécier d'autres nourritures, mais celle-là, c'est une nourriture... plus que de l'esprit, c'est une nourriture qui vous fait mieux comprendre le monde et mieux vous comprendre vous-même. Ouais. Vous n'aimez pas quand on balance de la purée chaude sur des tableaux? Je suis un grand défenseur du climat, mais c'est pas parce qu'on va abîmer un Van Gogh qu'on fait avancer le climat. D'ailleurs, pour le moment, les tableaux qui ont fait l'objet de jets comme ça étaient des tableaux protégés. J'espère que ça ne s'attaquera pas à des tableaux non protégés. Mais c'est pas en détruisant qu'on construit. Jamais. En même temps, mais on en parlera dans une autre émission. La question climatique est tellement préoccupante qu'il faut bien réagir. Alors, il y a des gens qui réagissent de manière maladroite, mais il faut réagir. Oui, mais en même temps, quand on va dans un musée, il faut que ça reste un espace de liberté. Bien sûr. Et bien sûr. Pas forcément des vitres ou des barrières ou des fouilles ou des flics à côté de chaque tableau. Ça serait terrible, non? Bien sûr. Non, ça, c'est une dérive effrayante, d'autant que l'objectif doit être quand même de faire partager tous ces chefs-d'œuvre au maximum de gens. Merci pas beaucoup. De les détruire. Oui.
Merci beaucoup. Laurent Fabius, tableau pluriel, voyage parmi les polyptyques d'hier et d'aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs le mot voyage est important. Oui. Voyage. Oui, parce que mes choix sont arbitraires et en même temps le voyage, le travail est assez érudit et précis, mais il y a aussi une dimension romanesque et romantique qui est importante. Merci beaucoup. Laurent Fabius, qui était notre invité, c'était un grand plaisir de vous recevoir, Monsieur Fabius, dans un registre inattendu, peut-être pour ceux qui nous écoutent, chez les collections Art et Artistes, chez Gallimard, ce très beau livre, très personnel, signé Laurent Fabius. Merci beaucoup. Merci.